Lorsque j'ai descendu les terres de glace pour rejoindre la côte, c'est à Nganok que je me suis rendue. Et après ce que j'ai vu, entendu dans les hauteurs des monts, ce n'était pas l'excitation de la découverte qui me dominait, mais une forme de gravité. Je savais que je devais me rendre ailleurs, le plus vite possible, afin de fuir l'ombre. Et même si c'était possible, s'il m'était autorisé, je souhaitais surtout l'oublier à tout jamais. Alors j'ai dévalé ces pentes froides pour rejoindre cette ville côtière. J'en ai apprécié les rues, j'ai tout de même pris le temps d'en étudier ses murailles et interroger ses silences. Et malgré l'étrangeté et la crainte qui tenaillait mes entrailles à ce moment-là, quand j'ai pu prendre un bateau pour aller vers l'ailleurs, j'ai eu la sensation très nette que je ne m'éloignais pas de ce qui m'effrayait, mais d'un cadre encore stable du rêve. Pourtant, j'aurais dû me sentir soulagée. Enfin bon, je devais aller ailleurs, je le savais, mais sans vraiment savoir où. Alors j'ai laissé les gens de ce monde me parler de ce qu'ils connaissaient. Et on m'a conseillé, afin de continuer mon voyage, d'aller en une contrée au-delà de la mer Sérénérienne. Une région dont le nom n'apparaissait plus sur aucune carte fiable. Cette fois, ce n'était pas une terre interdite, une terre maudite, mais une terre effacée, fragmentée, oubliée. Il est étrange de constater que l'absence d'un nom est plus effrayante que sa malédiction. Un nom maudit peut être encore prononcé à voix basse, comme l'ombre. Non, je dois oublier. Un nom maudit, en tout cas, ce n'est pas comme un nom oublié. Lui ne peut même plus être craint correctement. Je vais vous raconter l'histoire de ces contrées. Bienvenue à New Providence, je suis Mara Laraona et je serai votre guide tout au long de notre visite. Les marins qui ont bien voulu de moi sur leur navire ne m'ont pas posé beaucoup de questions lorsque je leur ai demandé de m'accoster en d'autres terres. Ils allaient à Ogratan, et c'était exactement là que mon prochain voyage devait débuter. Des voyageurs du monde réel, ils en avaient vu passer, et surtout très passer. J'étais une de celles-ci qui tentait sa chance vers les contrées au nom oublié. Une sacrée aventure qui mérite une bobine. Ça m'a permis de passer à autre chose et d'oublier l'ombre, même si c'était de courte durée. La mer Sérénérienne ne se traverse pas comme une mer ordinaire. Je m'étais imaginé qu'une fois les amarres larguées, une forme d'allègement m'envahirait, que la distance mise entre Nganok et moi suffirait à dissiper ce qui me poursuivait encore dans mes pensées. Pourtant, à mesure que le navire glissait sur l'eau sombre, je compris trop clairement que quitter la côte ne suffirait pas. La surface de la mer était d'un calme presque artificiel, comme si elle avait été polie par une main invisible. Il arrivait que les voiles pendent sans souffle, molles et inutiles, et pourtant le navire avançait, lentement mais sûrement, sans que l'on puisse réellement expliquer par quelle force. À d'autres moments, une brume dense se levait sans prévenir, noyant l'horizon dans une opacité laiteuse qui effaçait toute notion de direction. Mais les marins ne s'inquiétaient jamais. Ils étaient paisibles, pas comme moi. Cependant, ils ne laissaient pas courir trop longtemps leur regard sur les eaux. L'étendue grise risquait de leur rendre un regard. Enfin, c'est ce que j'ai pensé, quand je devinais d'étranges silhouettes colossales. Des ombres, encore des ombres. La nuit passée en mer fut troublante. Les étoiles me semblaient légèrement déplacées, pas comme d'habitude. Rien d'aussi spectaculaire qu'un ciel étranger, non. C'était plus subtil, plus insidieux. Certaines constellations que je croyais reconnaître n'occupaient plus exactement la place que leur attribuait ma mémoire. Comme si mon époque était désormais révolue depuis des siècles. Je passais de longues heures appuyée au bastingage à tenter de me convaincre qu'il ne s'agissait que d'une illusion, d'un caprice de mon esprit fatigué. Mais
Au fond de moi s'insinuait un doute dérangeant. Peut-être n'était-ce pas le ciel qui avait changé, mais ma position au sein du rêve. À trop rêver, aurais-je tant changé ? Plus nous avancions, plus je ressentais une sensation troublante. Le monde que je laissais derrière moi ne semblait pas s'éloigner, non, mais plutôt se refermer, comme si chaque mile parcouru ne me projetait pas vers l'avant, mais me retranchait un peu plus en moi-même. J'avais voulu fuir l'ombre, m'éloigner de ce qui me hantait, et pourtant je sentais que je m'aventurais vers un territoire où les repères se dissolvaient avec une facilité déconcertante. Lorsque la brume se déchira enfin pour de bon et qu'une ligne sombre se dessina à l'horizon, je ne ressentis ni soulagement ni excitation. Je n'eus pas l'impression d'avoir découvert un nouveau rivage. Nous avons accosté à Ogratan, mentionné dans des sources secondaires des contrées du rêve que j'ai pu glaner auprès d'autres rêveurs. La ville m'a paru étrange, elle donnait l'impression d'exister en marge des récits, comme si même les chroniqueurs hésitaient à la fixer par les mots. Ses murs étaient massifs sans être réellement imposants, ses tours hautes sans chercher à dominer l'horizon. Plusieurs semblaient inachevés, comme si les bâtisseurs avaient interrompu leur œuvre en plein élan, laissant la pierre suspendue dans une intention jamais accomplie. En parcourant ces rues, je fus frappée par une impression d'indifférence. Ogratan n'était ni animé, ni abandonné. Les habitants circulaient sans empressement, sans curiosité particulière à mon égard. On y parlait peu, et encore moins de ce qui se trouvait au-delà des murs. Les regards se détournaient lorsque j'évoquais l'intérieur des terres. Non par hostilité, mais comme si la question elle-même n'avait pas lieu d'être. Ogratan était un seuil. Une ville tournée vers le départ plutôt que vers l'accueil. Les auberges invitaient au repos, bref, les quais semblaient déjà orientés vers le prochain embarquement, et même les remparts donnaient l'impression de protéger moins la ville que ce qui se trouvait derrière elle. Je ne suis pas restée longtemps, bien évidemment. Depuis une hauteur dominant les toits, j'observais les terres qui s'étendaient au-delà. Les reliefs se perdaient dans une lumière diffuse. Rien n'était net, rien n'était tranché. C'était une géographie qui semblait hésiter à se laisser saisir, comme un souvenir qu'on oublie. En quittant Ogratan, je ressentis très distinctement que je franchissais une limite invisible. Et j'eus la désagréable intuition que, dans ces terres où même les noms s'effacent, certaines présences n'ont nul besoin d'être nommées pour nous retrouver. Je rejoignis ensuite Ilanit, une autre cité portuaire, établie elle aussi sur les rives de la mer Sérénérienne. Après l'indifférence d'Ogratan, la ville me parut presque vaste. Les quais s'étendaient largement, bordés d'entrepôts massifs aux portes renforcées de métal sombre. Les rues étaient plus larges que nécessaire, comme si l'on avait anticipé un afflux constant de chariots, de cargaisons, de foules pressées. On sentait encore, dans l'architecture même, la trace d'un âge intérieur. Pourtant, quelque chose s'était ralenti. Les navires accostaient toujours, les marchandises circulaient encore, mais le flot n'avait plus l'abondance qu'il devait jadis connaître. Les conversations sur les quais manquaient d'enthousiasme, les transactions se concluaient sans éclat. C'était une ville qui se souvenait d'avoir été plus grande. J'ai passé de longues heures à observer les cargaisons venues de l'intérieur des terres. Bois aux teintes inhabituelles, pierres taillées avec une précision ancienne, fragments de statues dont les traits avaient été effacés par le temps ou volontairement martelés. Certains motifs portaient des motifs que je ne reconnus pas, géométriques et pourtant irréguliers, comme s'ils obéissaient à une logique étrangère. Les pierres gravées, quant à elles, présentaient des symboles érodés, à demi lisibles, dont la répétition suggérait un système que plus personne ne prenait la peine de déchiffrer. Ces objets avaient voyagé. Ils portaient sur eux la poussière d'autres climats, l'empreinte d'autres civilisations. Pourtant, ceux qui les transportaient ne s'attardaient jamais, alors qu'ils auraient dû. Les équipages déchargés, encaissés, repartaient. Et
Il n'y avait ni récit partagé, ni nostalgie visible. Comme si l'intérieur des terres était devenu un simple point d'origine logistique et non plus un centre d'influence. En fouinant, je compris une chose qui me troubla davantage que je ne l'aurais cru. La contrée au nom oublié n'avait pas toujours été marginale. Elle avait participé aux échanges. Elle avait compté. Les quais, les entrepôts, les dimensions mêmes de la ville témoignaient d'un réseau ancien, structuré, actif. Quelque chose qui avait donc rompu, non pas brutalement, mais suffisamment pour altérer l'équilibre des flux. La rupture ne s'était pas traduite par une guerre visible ou une destruction spectaculaire. Elle avait pris la forme plus subtile d'un retrait, comme quand on oublie un rêve et se fane, devient fade. Cette idée m'accompagna lorsque je quittai Ilanit pour m'enfoncer vers l'intérieur des terres. À partir de ce point, mes souvenirs se troublent, je dois bien l'admettre. Je ne pourrais affirmer avec certitude si je pénétrais d'abord la jungle du Clède ou si je m'égarais immédiatement dans le désert de l'Iranie. Peut-être est-ce là le véritable effet de cette contrée. Elle altère l'ordre du souvenir. Les événements demeurent, mais leur enchaînement se dissout. Il me semble pourtant me rappeler l'humidité avant la sécheresse. La jungle du Clède m'a absorbée. La lumière s'y fragmentait à travers un enchevêtrement de feuillage épais, et l'air lui-même paraissait chargé d'une densité presque liquide. Chaque pas exigeait un effort. Les sons étaient étouffés, comme si la végétation retenait les échos et refusait de les laisser se propager. Même ma propre respiration me semblait étrangère, amortie par l'épaisseur ambiante. Je découvris, au détour de sentiers à peine discernables, des vestiges à demi engloutis. Des marches de pierre disparaissaient sous la mousse. Des fragments de colonnes émergeaient des racines torsadées. Rien n'était détruit brutalement. Les structures subsistaient, mais lentement reprises, intégrées à un cycle patient de recouvrement. Au-dessus de la canopée se dressait le mont Sidrak. Son sommet apparaissait par intermittence entre les brumes, silhouette sombre sur laquelle semblaient reposer les ruines d'un sanctuaire oublié. Je m'approchais sans jamais atteindre véritablement ces hauteurs. Il y avait, dans cette élévation, une impression d'observation silencieuse. Non pas hostile, mais attentive. Je savais que ce n'était pas l'ombre qui me regardait, mais j'avais trop peur de me tromper pour tenter une quelconque ascension. Puis vers le désert. Le désert de l'Iranie ne conserva rien. Là où la jungle dissimulait en préservant, le sable effaçait sans regret. Les dunes se succédaient avec une régularité presque abstraite, leurs courbes redessinées par un vent constant. Mes traces disparaissaient presque aussitôt laissées, et je compris rapidement que l'orientation n'était qu'une illusion fragile. Le ciel semblait plus vaste, plus indifférent. Je me perdis, et le temps n'eut plus jamais la même forme. Parfois surgissaient des structures de pierre isolées, arcs brisés, pans de murs, fondations sans bâtiment. Ces vestiges ne semblaient pas appartenir à une cité identifiable. Ils donnaient l'impression d'avoir été dissociés d'un ensemble plus vaste, comme si l'on avait dispersé les fragments d'une mémoire architecturale sur des lieux de sable. Au loin se dressait le mont Lérion, associé à des hauteurs divines. Sa silhouette sèche tranchait avec l'étendue mouvante des dunes. Il dégageait une impression de permanence, mais une permanence froide, détachée de toute bienveillance. Contrairement au mont Sidrak qui semblait observer, le mont Lérion paraissait simplement être, massif, indifférent, antérieur à toute tentative d'interprétation. Dans la jungle, je m'étais sentie observée. Dans le désert, je me suis sentie insignifiante. Et c'est peut-être dans cette oscillation entre être vue et ne pas compter que la contrée au nom oublié révéla son véritable pouvoir. Je traversais une zone où le monde cessait lentement de se souvenir de lui-même.
Il me sembla ensuite apercevoir Aira qu'on m'avait raconté de 1000 façons. Je dis « il me sembla » car je ne saurais affirmer avec certitude que je l'atteignis réellement. Peut-être ne fis-je que l'apercevoir au loin, au détour d'un relief, ces dômes lumineux se détachant dans une clarté presque irréelle. La lumière qui baignait ces marbres n'était ni celle du soleil, ni celle d'un crépuscule identifiable. Elle semblait émaner d'elle-même, comme si la cité persistait à briller indépendamment du monde qui l'entourait. Aira représentait l'idéal, la splendeur intacte, le souvenir d'une grandeur qui ne s'était pas encore fissurée. Ces jardins que je crus distinguer derrière les colonnades paraissaient ordonnés avec une précision harmonieuse, presque intemporelle. Rien ne semblait s'y effondrer, rien ne paraissait rongé par le retrait que j'avais senti ailleurs. Et pourtant, cette perfection même me troubla, car si Aira existait encore dans cet éclat, pourquoi demeurait-elle si distante ? Pourquoi ne semblait-elle appartenir à aucun chemin précis, à aucune carte fiable ? Elle ressemblait davantage à une réminiscence qu'à une destination. Je ne m'en approchais pas davantage. Il y a des lieux que l'on préfère conserver à distance, de peur que leur proximité n'en révèle la fragilité. Plus tard, peut-être avant, car mes souvenirs ne suivent plus une ligne sûre, je découvris les vestiges du temple de Kiran. Les colonnes se dressaient encore, étonnamment droites malgré l'érosion du temps. Le toit, en revanche, avait disparu, laissant le ciel ouvert au-dessus de l'autel central. Celui-ci était vide. Ce vide me frappa davantage que ne l'aurait fait une statue brisée. Il n'y avait aucun signe de destruction violente, nulle trace de saccage. Les pierres n'étaient pas renversées, les marches n'étaient pas disloquées. Le lieu avait simplement été déserté. Je ressentis là une forme particulière de silence, celui d'un sanctuaire dont les dieux sont partis depuis longtemps, sans fracas, sans colère, un silence résigné. Les murs n'attendaient plus de prière, ils ne portaient plus l'empreinte d'aucune présence invisible. Si Aira incarnait le rêve intact, Kiran incarnait la foi abandonnée. Enfin, je parvins à Sran, ancienne capitale du royaume d'Ukranos. Ses murailles d'albâtre brillaient encore sous la lumière diffuse qui semblait caractériser toute cette région. Les avenues étaient vastes, tracées avec une ambition qui ne laissait aucun doute sur la puissance passée de ses souverains. Les bâtiments demeuraient majestueux, leurs façades sculptées avec un raffinement que je n'avais vu nulle part ailleurs depuis mon départ. Mais cette grandeur ne vibrait plus, là aussi. Il manquait à Sran quelque chose d'essentiel, une pulsation, une tension vivante. La ville semblait figée dans la mémoire de sa propre importance. Les places étaient trop larges pour les silhouettes rares qui les traversaient. Les palais semblaient conçus pour accueillir des foules, des cortèges, des proclamations. Et pourtant, ils résonnaient d'un écho vide. Aira incarnait le rêve, Kiran incarnait la foi, Sran incarnait le pouvoir. Les trois avaient perdu ce qui les rendait nécessaires. C'est alors que mon voyage me conduisit jusqu'à Emtal, ne pouvant m'émouvoir trop longtemps de ces lieux de souvenirs. Emtal n'était ni une capitale, ni un sanctuaire, ni un centre commercial. C'était davantage une région, un rivage, une zone de transition entre la terre ferme et quelque chose de plus indéfini. L'air y était différent, non pas plus lourd ou plus sec, mais moins distant. Les contours semblaient hésiter, la ligne entre l'eau et la terre ne se dessinait jamais avec netteté. Les pas que je faisais sur le sol me donnaient l'impression de ne pas s'imprimer totalement, comme si même la matière refusait de conserver mon passage. Ces lieux que je foulais, tous ces lieux que je traversais n'avaient pas perdu leur splendeur par accident. Ils les avaient oubliés. Le centre de Emtal était une zone de dissolution progressive. Plus on s'en approchait, plus les distinctions s'estompaient. Entre souvenirs et réalité, entre carte et territoire, entre présence et disparition. Je crus alors percevoir ce que j'avais tenté de fuir depuis le début. Cette ombre, cet émissaire, ce messager.
Et je compris que certaines terres ne cherchaient ni à être conquises, ni même véritablement explorées. Elles ne se dressent pas contre le voyageur, ne l'affrontent pas, ne le repoussent pas, elles se laissent traverser. Elles ouvrent des chemins, montrent des cités, offrent des ruines, des montagnes, des rivages. Puis elles se retirent lentement de la mémoire, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de précis à raconter. Aujourd'hui encore, je peux décrire chaque étape avec une précision troublante. Les quais assoupis d'Ilanit, les vestiges noyés de la jungle, les dunes infinies du désert, les marbres lumineux aperçus au loin, les colonnes désertées, les murailles blanches sous un soleil sans chaleur. Les paysages demeurent nets, comme gravés sur une plaque sensible que le temps n'aurait pas altérée. Je me demande encore pourquoi. Pourquoi ce voyage? En quel but? Je me souviens des couleurs du désert, de cet or pâle qui semblait avaler toute ombre. Je me souviens de l'humidité de la jungle, de l'air dense qui ralentissait le souffle et étouffait les sons. Je me souviens de la blancheur de Thran, éclatante et pourtant figée, comme une grandeur qui aurait survécu à sa propre nécessité. Je me souviens de tout, sauf du nom de cette contrée. Je sais qu'il existait, soit mon but initial, vous l'ai-je d'ailleurs déjà exposé. Je sais qu'il était prononcé autrefois sur les quais, inscrit sur des cartes, échangé à travers des récits, mais lorsque j'essaye de le saisir, il se dérobe. Il se dissout à l'instant même où j'approche de sa forme. Et parfois, je me demande si ce n'est pas elle qui décide que je ne dois pas m'en souvenir. Peut-être ai-je été autorisée à entrer? Peut-être ai-je été autorisée à sortir? Mais peut-être qu'un fragment de moi est resté là-bas, quelque part entre une cité oubliée et un rivage sans contour. Alors je vous pose la question, Argonautes. Devons-nous poursuivre le voyage, tracer une nouvelle route vers d'autres terres, d'autres ruines, d'autres horizons encore préservés? Ou bien est-il temps de nous arrêter et de nous retourner enfin pour rencontrer l'ombre qui, depuis le début, marche peut-être dans notre sillage? À vous de choisir la direction.